Je suis Léo Denise, business developer au sein d'EPSA Énergie et Key Account Manager pour le compte de SKF. Et je suis accompagné aujourd'hui de Bastien Cartron. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, oui, bonjour Bastien Cartron, donc Energy Manager chez EPSA Energy, anciennement du coup chez Energency, développeur de logiciels énergétiques. Et donc on va parler de notre relation sur l'énergie management auprès d'SKF Saint-Cyr. Je vous l'ai dit, on est de la société EPSA Énergie qui fait partie du groupe EPSA, qui est un cabinet expert en excellence opérationnelle, environnementale et financière. Donc c'est une société française mais qui intervient aussi à l'international, qui a une capacité assez conséquente, hein, c'est-à-dire qu'on est plus de 5000 collaborateurs, nous avons 16 000 clients dans le monde et un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros l'année passée. Ce faisant, on parle de EPSA, il existe une business line énergie que l'on représente aujourd'hui. L'idée avec la business line EPSA Énergie, c'est de répondre aux attentes de la performance énergétique des acteurs privés, mais aussi des collectivités du tertiaire, avec un triptyque mieux consommer, euh, mieux acheter et piloter sa performance énergétique. Ce faisant, on se base en fait sur deux piliers qui sont tout d'abord l'expertise humaine et secondement au niveau de nos outils digitaux. Avec ces différentes expertises, on va être capable en fait de répondre à 360 au niveau des besoins des clients en proposant par exemple de l'aide sur des subventions, sur de l'achat, du conseil en énergie, de la mise en place de plans de comptage, de sous-comptage aussi, euh, de la conformité sur les décrets tertiaires, décrets BAX, c'est des choses, je pense, qui vous parlent, mais aussi de l'ISO 50001. Et on va être capable de proposer du conseil en management de l'énergie avec des experts qui vont, par exemple, être représentés par Bastien ici, soutenus par des solutions de management de l'énergie. Donc faire de l'analyse de données avec les données temps réel que l'on va être capable de reprendre, de travailler et de corréler entre elles pour mettre en place ensuite des plans d'action et de les animer dans le temps. Ce qui est important aussi avec EPSA Énergie, c'est qu'on est tiers de confiance et qu'on va être capable en fait de financer cette approche 360, de passer des investissements CAPEX à des opportunités OPEXisées en fonction des besoins. Donc vraiment une logique de pâte à modeler. On s'adapte aux besoins et à la maturité de nos clients. Passons maintenant directement sur SKF et le site de Saint-Cyr. Bastien, est-ce que tu peux nous présenter le groupe et ensuite quelques mots sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire, s'il te Oui, plaît? bien sûr. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, SKF, c'est le leader mondial des roulements à billes. Donc on en retrouve notamment dans l'automobile. Et SKF, c'est un groupe suédois de plus de 45 000 collaborateurs, 136 usines dans le monde. Et nous, on va faire un focus sur le site de Saint-Cyr. C'est la plus grosse usine en France. C'est basé à Saint-Cyr près de Tours. Il y a 1300 collaborateurs. Il y a environ une dizaine de gros bâtiments, dont plus des deux tiers sont des bâtiments industriels. Là, on a un focus quand même clairement industriel. Et donc fabrication de roulements à billes. Ok, donc le site de Saint-Cyr, on peut aussi le décrire comme un petit peu le vaisseau amiral en termes de consommation et d'avancée sur la performance énergétique, en tout cas en France. Donc ils se sont lancés dans une trajectoire de réduction des consommations et de décarbonation depuis 2015 à peu près. Est-ce que tu peux nous détailler, Bastien, euh, les étapes, on va dire, saillantes de ce plan dessiné par SKF et toi? Oui, il y a d'abord eu un. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, SKF, c'est un groupe suédois. Les Suédois, ils sont souvent en avance sur les histoires de décarbonation, de changement climatique. SKF avait déjà prévu, en fait, depuis 2009, un plan de décarbonation. On le verra dans la suite, c'est pas forcément ce qui a amené des économies d'énergie en priorité, mais donc depuis 2009, il y a eu des vrais projets de décarbonation, notamment pour commencer l'installation d'ombrières sur le parking. Ça a été à ce moment-là même la plus grande surface de panneaux solaires installés sur un parking d'industrie en France. Il y a eu également une installation d'une chaudière biomasse pour essayer de sortir du gaz naturel. Et il y a aussi des récupérations de chaleur sur tous les compresseurs, sur les groupes froids, électrisation de fours. Il y a des traitements thermiques sur les roulements. Les roulements à billes passent dans des fours pour des traitements thermiques. Il y avait des fours qui étaient au gaz qui sont passés à l'électricité. Donc ça, c'est la première étape qui s'est passée. C'était la décarbonation. C'était surtout entre 2015, 2018, 2020. Et aujourd'hui, on est passé sur un plan d'efficacité énergétique d'économie d'énergie. Donc c'est la rencontre avec Energency qui s'est opérée depuis. Euh,
où maintenant on a des vraies actions avec un plan de comptage, un logiciel de suivi énergétique. On travaille sur plein de milieux, sur 3 axes. Donc il y avait la décarbonation, il y a l'efficacité et la sobriété. La sobriété, ça ne demande aucun investissement. C'est je produis moins, je consomme moins. Je ne produis pas, je ne consomme pas. C'est vraiment changer les habitudes, travailler avec tout le monde pour faire des économies sans investissement. Et l'efficacité, c'est plutôt changer du matériel, des infrastructures pour mieux consommer, être plus efficace, mettre des variateurs, etc. Ok, merci Bastien. Tu as parlé de la rencontre entre EPSA Énergie et SKF. Est-ce que tu peux donner un petit peu de contexte? Ça s'est passé en 2018. Ça arrivait comment? Qu'est-ce qui a été mis en place depuis? Est-ce que tu peux témoigner de ça? Oui, donc à l'époque, la rencontre avec EPSA et SKF s'est faite sur un appel d'offres. Emergency à l'époque, EPSA maintenant, ça a été retenu. Et le travail consistait en la mise en place d'un suivi et de modèles IA de consommation à la fois d'air comprimé et à la fois d'électricité sur un des bâtiments qui est les plus matures. Donc nous, on récupérait 18 mois d'historique de consommation énergétique, de niveau de production, ce qui nous a permis de modéliser la consommation d'air comprimé et d'électricité de ce bâtiment, de mettre en place des alertes et de visuellement faire des tableaux de bord que les énergie managers du site pouvaient aussi communiquer auprès des opérateurs, etc. C'était très visuel. On voyait la modélisation, la consommation réelle. Si on était dans les clous, on avait une couleur bleue. Si on était en surconsommation mais modérée, on avait du orange. Si on était vraiment au-dessus, on avait du rouge. Il fallait analyser derrière. Et si on avait du vert, c'est qu'on avait fait des gains d'énergie, des sous-consommations. Souvent, elles étaient liées à des plans d'action. Donc, on avait le modèle, on avait le réel, et on pouvait quantifier en fait directement les gains faits par des actions concrètes sur le terrain, et inversement pouvoir être alerté en temps direct pour pouvoir corriger en cas de dérive. Ok. Donc tu nous parles ici de supervision, de l'intérêt et de l'aspect structurant du monitoring. Tu as commencé à donner quelques mots sur la mise en place de plans d'action, d'animation. Donc ça, c'est une démarche que tu as poussée, proposée avec les interlocuteurs SKF. Est-ce que tu peux nous parler de quelques exemples concrets que tu as pu travailler avec eux ces dernières années? Oui. Donc il faut savoir qu'il y a eu un gros plan de comptage qui a été fait sur le site d'SKF. Il y a plus de 2000 compteurs dans la plateforme, donc dans le logiciel. Il y a 1000 compteurs qui sont issus de capteurs physiques dans l'usine. Il y a 1000 autres compteurs qu'on appelle chez nous dans le jargon des compteurs virtuels. C'est d'autres indicateurs. On va pouvoir faire des watts par nomomètre cube, des kilowattheures par pièce, des kilowattheures par clonage, etc. Donc on a énormément de possibilités d'utilisation de la donnée. Là, je vais vous donner quelques exemples. Ici, ce qu'on voit, en fait, les couleurs, c'est les différents appels de compresseurs sur la station d'air comprimé. Et on peut voir 2 périodes, avant et après plan d'action, on va dire. Sur ce qu'on voit au-dessus, la partie de droite où il y a un léger creux, c'est en fait un week-end. L'usine est fermée et pourtant, nos compresseurs, ils continuent quasiment à tourner sur un même niveau que ce qu'on a en semaine. Et en fait, on a travaillé sur comment on peut réduire au minimum cette consommation, sachant qu'elle n'est pas réductible à zéro, puisqu'on est dans un domaine industriel. Il y a des fois certains équipements qui nécessitent d'avoir toujours un peu d'air comprimé, et on ne peut pas arrêter à 100%, mais on peut réduire énormément. Et on peut voir à 1 an d'intervalle, les mêmes week-ends, aujourd'hui on en fait appel à plus qu'un seul compresseur, qui est en plus avec un variateur qui est peu consommateur. Donc ça, c'est des gains directs, et on revoit la cascade des compresseurs et on fait des économies concrètes. Un deuxième exemple? Un deuxième exemple, on est sur... ah oui, si je peux revenir exactement. C'est quelque chose d'important aussi sur l'air comprimé. On parle de remise en question de l'historique, et il faut toujours remettre en question les habitudes. À savoir, sur l'air comprimé également, on a mis en place du coup le fameux watt par mètre cube. C'est un indicateur conçu chez beaucoup d'industriels. On est passé de 135 à 117 avec ce genre d'action. Et on continue à s'objectiver vers 110. Ça fait partie des meilleures usines aujourd'hui en France, là où on en a encore certaines qui sont à 150, 160. Et on a une deuxième action concrète sur la pression de service. Aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup d'usines, les pressions de service sur les sorties de stations d'air comprimé, elles sont surdimensionnées. Elles étaient faites à l'époque où le domaine énergétique n'était pas forcément pris en compte. Et on peut simplement, en challengeant cette pression de service, aujourd'hui on est passé de 7 à 6 bars, on n'a pas remis en cause la qualité de fabrication, les temps de cycle, les changements de série, et en tout cas la qualité des produits finaux, mais on a réduit de 1 bar la pression en sortie de service. Et en fait, 1 bar réduit, c'est 7% de la consommation électrique en moins sur la station d'air comprimé. C'est énorme. Sur un domaine industriel, c'est vraiment important. Donc deuxième exemple, on est passé sur le traitement thermique. On a des modes économiques qui ont été mis en place, notamment
pendant les temps de changement de série ou pendant les périodes de maintenance. Avant, pareil, on parlait d'habitude, on pensait que réduire ou arrêter un four, c'était plus long au redémarrage et ça faisait consommer plus. Ça, c'est des théories qu'on entend chez beaucoup d'entreprises et qui sont beaucoup à challenger. Donc là, on n'a pas éteint les fours, on a juste mis en place un mode économie d'énergie, c'est-à-dire qu'on baisse de 50 degrés lors des phases de creux. Et ça permet de redémarrer très rapidement quand même lors d'un traitement thermique, mais de faire quand même des économies importantes. Et c'est pareil, alors je ne sais pas si de loin vous le voyez, mais c'est avant, après. Le bleu et le jaune, en fait, c'est la consommation. Et le noir, c'est la courbe de fabrication. Nous, on récupère les données 10 minutes du nombre de roulements passés en traitement thermique et en fabrication. Et en fait, tous les creux qu'on voit dans le noir, c'est les moments où on essaie de challenger les consommations d'énergie. Et on peut voir, en fait, quand on se rapproche, qu'il y a plein de creux qui avant n'étaient pas challengés. On avait quand même des consommations jaunes et bleues assez importantes. Et aujourd'hui, en fait, on fait un effort très important sur ces moments-là. Et à l'année, ça représente des économies qui sont très conséquentes. On va le voir juste après. Et donc voilà, on a aussi un logiciel qui est complètement conforme à l'ISO 50001. On a des plans d'action qui sont très faciles à calculer et là aussi on peut voir, en fait, on renseigne la zone à analyser, on renseigne les dates avant où on n'avait pas fait forcément de travaux dans l'usine, on renseigne les dates d'évaluation, notre nouvelle consommation. Et en fait, basé sur l'ancien et le nouveau, le logiciel est capable directement de nous sortir les aires en rouge, les aires en vert. Ça, c'est les économies d'énergie en vert. Ça, c'est mince, vous avez beau avoir fait des changements, et ben, il y a quand même quelques surconsommations. Mais le global, c'est les indicateurs qu'on voit en haut. On est capable d'indiquer un pourcentage d'économie et cela a rapporté en une quantité d'énergie, une quantité d'euros, puisqu'on est capable aussi d'indiquer dans ce plan d'action l'investissement qu'on y a mis et le coût de l'énergie, qui lui aussi peut être variable dans le temps. Donc on peut le modéliser sous une forme de données temporelles, ce coût de l'énergie. Et malgré les fluctuations liées à la géopolitique, on peut quand même quantifier le gain en euros, le gain en CO2, le gain en kilowattheure très pertinemment et facilement. Ça permet de communiquer et d'approuver des actions concrètes sur le terrain. Tu viens de nous parler des différentes actions qui ont été mises en œuvre au niveau du site de Saint-Cyr dans le temps. Du travail fait sur la production des utilités au niveau de fours, au niveau de bâtiments aussi, aller chercher du kilowattheure par mètre carré. Je suppose qu'il y a une nécessité aussi d'intégrer les opérateurs, les femmes et les hommes qui travaillent sur le site. Comment tu t'y es pris et comment tu as collaboré avec eux sur ce projet? Ouais, c'est quelque chose qui est très très important. En fait, on oublie souvent, des fois on a les super logiciels, mais on n'a pas l'humain. Alors que dans tout ça, c'est toujours l'humain. C'est de l'humain qui travaille avec de l'humain. Et on a de la chance de travailler avec des personnes dans l'équipe énergie chez SKF Saint-Cyr qui sont là depuis longtemps, qui ont connu tous les métiers, qui sont passés par la production, la maintenance, la qualité, et aujourd'hui qui sont respectés à la fois de leur hiérarchie, du comité de direction, qui approuve, parce qu'ils savent qu'ils font du très bon boulot sur les économies d'énergie, qu'il y a un vrai retour sur investissement. Donc ils peuvent parler au top management, et ils sont aussi capables d'aller parler au chef d'opération, aux responsables qualité, et de dire on va changer quelques habitudes, on va mettre en place des fiches de poste où il va y avoir des coupures d'énergie, etc. Et ils vont être pris au sérieux, ils vont être écoutés, et ils vont travailler main dans la main. Et donc vraiment le message effectivement qui marche à Saint-Cyr et qui marche pas forcément partout, c'est travailler le langage, travailler la démocratisation, le langage commun, comme on disait tout à l'heure aussi, les indicateurs ils sont pertinents selon tel public qu'on a en face. Et des fois il faut parler euro, des fois il faut parler kilowattheure, des fois il faut parler temps de changement de série, etc. Donc c'est un langage qu'il faut harmoniser, démocratiser et la communication de l'humain est très importante. Ouais, globalement, c'est à peu près ton quotidien. C'est animer, on va dire, justement, cette discussion et ce travail de la donnée pour de la mise en place d'actions sur le site en l'occurrence. Donc, merci pour ton retour. Peut-être que tu peux nous commenter quelques chiffres saillants qui ont été extirpés, on va dire, grâce à nos analyses et notre logiciel et ton accompagnement. Ouais, on peut voir qu'on a sur la gauche en fait tous les gains énergétiques, c'est à isopérimètre. SKF fabrique vraiment en continu des roulements avec des milliers de roulements qui sont fabriqués par jour, mais ils souhaitent quand même, on souhaite aujourd'hui quantifier les économies d'énergie à isopérimètre. Donc d'une année sur l'autre, on rapporte toujours ça à un même niveau de production. Ça, c'est très important. Sinon, on peut dire ce qu'on veut aux chiffres. Donc ça, c'est le premier élément. Donc
il y a quand même pour un niveau industriel, c'est quand même assez conséquent. On est toujours à plus de 10% depuis 4 ans d'économie d'énergie. Et ça, c'est parce qu'ils trouvent toujours des nouvelles idées et que les équipes grossissent sur ce périmètre et tout le monde commence à mettre la main à la pâte. Justement, ce côté humain porte ses fruits. Et aujourd'hui, c'est une vraie reconnaissance sur le site d'SKF, mais aussi auprès des clients. Il y a des clients qui sont aujourd'hui très contents de savoir que pour tel roulement qui existe depuis 30 ans, et ben en fait, il y a un bilan carbone. On sait les grammes de CO2 en scope 1 et 2 pour tel roulement depuis 30 ans et on voit que ça évolue dans le bon sens. Donc les clients aussi d'SKF sont très friands de ce genre de données. Et pour ce qui s'agit de décarbonation et d'économie d'énergie, concrètement, il faut savoir qu'il y a encore quelques années, c'était 100% de gaz naturel. Il y avait 0% sur la biomasse, parce qu'il n'y avait pas encore choisi la biomasse. Il y avait 0% sur la récupération de chaleur. Donc 100% de tout ce qui était chauffage était issu du gaz naturel. Et quelques années après, aujourd'hui, on n'est plus qu'à 16% de gaz naturel. On est passé à 60% sur la chaudière biomasse et 24% vient directement des récupérations de chaleur sur les compresseurs d'air comprimé, les groupes froids, les fours. Et donc ça permet de faire des grosses économies et de décarboner. Alors ça ne fait pas forcément moins consommer, mais c'est pour dire que déjà il y a une phase de décarbonation, mais ce n'est pas forcément des vases communicants. Et en termes de chiffres absolus, il faut savoir que l'usine en 4 ans, elle est passée de 2021 à 2024 de 60 gigawattheures annuels d'électricité à 34 gigawattheures sur la partie électricité sur le site de Saint-Cyr. Et sur le gaz naturel, du coup on est passé de 20 gigawattheures à 3 gigawattheures. Donc il y a quand même relativement et absolument, en fait, on a des grosses réductions. Ouais, c'est quand même assez conséquent en termes de consommation, particulièrement sur le gaz. Ouais. On a fait un focus sur le site de Saint-Cyr, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le bateau amiral, celui qui lead, on va dire, l'aspect de performance énergétique, en tout cas sur le périmètre français au niveau SKF. On a réussi à mettre en place des actions pertinentes, avoir des résultats, avoir un accompagnement qui dure dans le temps. Bastien, est-ce que tu peux nous commenter peut-être la démarche qui s'est développée au niveau des autres sites SKF en France? Oui, du coup, SKF Saint-Cyr, c'est la plus grosse usine en France. C'est la 5e plus grosse dans le monde. Il faut savoir aussi que c'est 3,7% des consommations énergétiques du groupe au niveau mondial. 3,7%. Mais c'est 20% des économies d'énergie au niveau du groupe. Donc on peut voir la traction, le côté moteur qu'a le site et les gens surtout à Saint-Cyr, avec nous qui les accompagnons bien sûr. Mais donc cette traction-là a permis de faire écho au sein du groupe et aujourd'hui on travaille avec les sites comme on peut voir sur la carte de Vernon, Valenciennes, Lons-le-Saunier, Châteauneuf-sur-Isère, il y en a d'autres qui arrivent. Et il y a un vrai travail de duplication, de copier-coller on va dire des bonnes pratiques d'un site à un autre. L'Energy Manager et nous, on peut en fait faire des séances communes où on démocratise et on avance plus vite que ce qu'on a pu faire sur Saint-Cyr. Alors les sites ne sont pas forcément aussi gros, mais voilà, il y a un réel engouement qui se met en place au niveau du groupe pour aller plus loin sur les autres sites. Ok, merci. Et peut-être pour simplement terminer, avant la phase de questions-réponses, en tant que Energy Manager qui a de l'expérience et qui a vécu justement des résultats, de la mise en place d'actions au niveau de différents sites d'un même groupe, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en 3-4 points aux entreprises, que ce soit du milieu industriel ou tertiaire, pour peut-être se lancer dans la démarche de performance énergétique ou sinon peut-être passer un palier supplémentaire? Premièrement, je pense qu'il faut casser aussi les a priori de j'ai besoin de sous-comptage pour avoir un logiciel de suivi énergétique. On est capable de récupérer des données météo, des données distributeurs à des pas fins. Le pas Enedis qu'on a, c'est 5 minutes. Le pas GRDF pour le gaz, c'est une journée. Et rien que ça, on a des grosses capacités de voir potentiellement des grosses dérives le week-end ou sur des talons, etc. Après, le sous-comptage, il va se faire avec le temps. On va passer sur les IES, puis potentiellement sur du détail. Mais en tout cas, il ne faut pas attendre. Le retour sur investissement, il est conséquent. Notamment, on parle aussi du gain de temps. Quand on centralise aussi toutes les données de plein de sites au sein d'une même plateforme, avant, on était sur plein de fichiers Excel, on parlait pas tous le même langage. Ça permet de démocratiser un même langage, de le translater, de le translater dans un autre langage qui peut être par exemple les euros en CO2 ou les kilowattheures en CO2, les kilowattheures en euros, etc. Donc il ne faut pas attendre. Et ça permet aussi de communiquer les premiers résultats et ensuite de vite valoriser des gains qu'on va pouvoir dupliquer à d'autres endroits. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est ne pas oublier l'humain et de s'entourer d'experts. Si on n'a pas la compétence, il faut aller la chercher.
parce qu'on n'arrive à rien tout seul, c'est un travail d'équipe, c'est jamais soit le service HSE, soit le service maintenance, un peu tout le monde doit être mis dans la boucle, de la direction jusqu'à l'opération, c'est super important, travailler main dans la main. Voilà, je pense principalement. C'est déjà pas mal, on va dire, comme petit conseil pour commencer ou passer une étape suivante. Donc, merci, on va passer à la phase de questions-réponses. Si vous avez des questions, on serait ravi d'y répondre. Bonjour. Déjà, merci pour la présentation. C'était très clair et très intéressant. Moi, j'avais deux questions. La première, vous avez parlé de votre solution de monitoring énergétique, mais sans trop rentrer dans le détail. Alors déjà, est-ce que c'est une solution tiers ou est-ce que c'est vraiment une solution EPSA Énergie que vous avez mis en place du coup dans le cadre de ce partenariat? L'autre question, du coup, c'est de savoir sur cet accompagnement que vous faites auprès de SKF, combien ça représente à peu près de journées par an? Alors, je vais pouvoir répondre à la première question et ensuite je te laisserai, Bastien, répondre à la deuxième. Alors, pour la première réponse, oui, c'est un logiciel qui est développé en interne. Bastien l'a esquissé un petit peu pendant ses explications. EPSA Energy, en fait, a intégré récemment Energency. Et Energency est un éditeur de solutions SaaS de management de l'énergie à destination des industriels, mais qui proposait surtout de l'énergie management et un accompagnement. Maintenant, avec la création de la BL Énergie, l'idée, c'est de poursuivre le développement de ce logiciel avec des développeurs et une roadmap en termes de fonctionnalités et d'utiliser cet outil pour proposer un accompagnement personnalisé. Pour ce qui est de l'accompagnement, après ça va dépendre des offres, donc ça va dépendre des contrats. Pour ce qui est des SKF Saint-Cyr, il y a une grosse phase qu'on appelle de build chez nous, où là on a l'intégration, la data intégration, il y a une phase de création des tableaux de bord, des alertes. Donc les premières années sont forcément les plus conséquentes. Une fois qu'on a fait ce travail de setup, on va dire, l'accompagnement en tant que tel, aujourd'hui, c'est seulement quelques heures par mois, maximum. Très clair, merci beaucoup.